Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Mylène. Bonjour Mylène, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Et est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, donc je suis Mylène Orguillou. Comment me définir ? C'est toujours une question auquel j'ai un peu du mal à répondre. Certaines vont dire que je suis couturière, d'autres designers, d'autres modélistes, créatrice de patrons, entrepreneur, formatrice. C'est vrai que tous ces mots peuvent me définir. Ne sachant pas trop lequel choisir, moi je dis souvent que je suis un peu une nerd de la conception textile. Ouais. Je me suis pris de passion pour l'industrie textile il y a quelques années. Ouais. Et sauf que à la fois je l'aime et à la fois je la déteste. Donc je passe mon temps à la challenger et essayer de soulever des problèmes qui me sautent aux yeux et pour lesquels j'estime qu'il y a des solutions mais qu'on ne fait pas grand chose pour y répondre. Donc voilà, j'essaie de challenger un peu le statu quo et de proposer des solutions pour que ça corresponde un peu mieux à moi, mes convictions, quoi. Et justement, donc en fait c'est ce hiatus entre les deux qui fait que moi j'ai souhaité te rencontrer. En quoi ça a amené à quoi en fait ce hiatus ? Comment est-ce que tu es arrivé à te poser des questions et à en faire un changement de carrière en fait ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2013, donc j'étais fraîchement diplômée, je suis partie à l'étranger pour apprendre l'anglais et en Australie donc. Et à mon retour d'Australie, j'ai été embauchée par une boîte qui s'appelle Lectra, qui est un développeur fournisseur de logiciels pour l'industrie textile. Ouais. Et là, mon rôle en fait, c'était de conseiller les marques de prêt-à-porter dans l'utilisation de ces logiciels. Alors c'était pas juste du prêt-à-porter, hein, c'était tout type de clients, des clients qui fabriquent en fait des vêtements ou qui conçoivent des vêtements. Donc moi je les aidais en fait à utiliser les logiciels de design, de modélisme et d'optimisation de matière. Voilà, donc concrètement c'était un helpdesk où voilà je répondais au téléphone et je les aidais, ou je répondais par mail, etc. D'accord. Et en fait en 2013 c'est aussi à cette période où il y a eu le drame du Rana Plaza au Bangladesh, où il y a des milliers de personnes qui sont décédées. Et en fait, ça a fait quand même un tollé dans la presse. Et moi, je me suis informée pour la première fois sur vraiment les dérives de l'industrie textile à ce moment-là. Tout à fait. J'en avais pas conscience. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à chercher et à essayer pour mieux comprendre en fait ce qui se passait. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y avait un souci et que j'étais pas très très alignée avec ce qui était en train de se passer. Non, t'étais pas la bonne place, quoi. Voilà. Et en plus, sauf que je me suis rendu compte que je contribuais à ça. C'est-à-dire que moi-même, j'étais en train d'aider des grosses marques à se développer, à être de plus en plus dans l'optimisation des processus, etc. Et je me disais, en fait, d'une manière ou d'une autre, tu contribues à ça, quoi. Tout à fait. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux me faire une petite rébellion, quoi. Donc je voulais pas quitter mon taf parce que mine de rien c'était super intéressant, j'ai appris énormément de choses, enfin c'était technique comme j'aimais, enfin vraiment c'était d'un point de vue technique c'était vraiment génial et formateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de boycotter en fait toutes les marques avec lesquelles je travaille au quotidien, de les boycotter d'un point de vue consommateur. Ouais. Consommatrice du coup, et d'essayer de tenir un an sans acheter de vêtements neufs. D'accord, super. Donc j'avais un avantage, c'est que j'avais fait des études de couture, j'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS dans la conception textile, donc j'avais quand même des connaissances solides, mais je m'étais quand même fait happer par un peu la fast fashion, où j'étais toujours en quête d'acheter des vêtements de moins en moins chers, et je ne mettais pas du tout en pratique mes compétences.
Et donc, je me suis dit, je vais revenir à ça, je vais revenir à mes compétences, ce que j'ai appris à l'école, et je vais essayer de concevoir moi-même mes propres vêtements, acheter en friperie et retoucher quand ça me fit pas parfaitement, ou réparer ce que j'ai en stock et qui est encore portable, mais qui mérite juste une réparation. Et ça, donc, je me suis donné ce challenge. Et ça, c'est quelque chose que tu faisais pas du tout, ou c'est pas par là que t'es arrivée à tes études? Si? Comment ça s'est... Non, en fait, j'ai la raison pour laquelle j'ai fait ces études, donc c'était assez tôt, parce que j'ai choisi à l'âge de 15 ans de me réorienter, de quitter les filières générales pour aller vers ce BEP, parce que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Je sentais que j'étais vraiment attirée par la conception de vêtements, j'avais envie de comprendre comment un vêtement se montait. Ouais. Et je pense que moi, je viens d'un milieu agricole et mes parents étaient pas aisés. Et j'ai souffert, je crois, au collège et au lycée de ne pas avoir les mêmes moyens que mes camarades. Et j'ai souffert de pas être habillée comme les autres, de me sentir toujours un peu démodée ou de pas porter ce que je voulais. Et du coup, j'essayais toujours de bricoler des vêtements avec des foulards, avec des bouts de tissu que ma mère avait à la maison. Ouais. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à nourrir cette envie de fabriquer moi-même en fait des vêtements pour que je me sente mieux. Et voilà. Et ensuite j'ai dérivé. Je me suis orientée vers le BEP assez rapidement. Et donc cette année sans shopping où t'as fait de la couture, du refashion, de la réutilisation, du hacking, etc. Qu'est-ce que t'en as tiré en fait? C'était hyper intéressant. Franchement, j'en garde un super souvenir parce que ça m'a reconnecté en fait avec mon métier de base, ce que j'avais appris à l'école, et ça m'a permis de redonner de la valeur aussi aux vêtements. C'est-à-dire que là, j'achetais pas cher, de basse qualité, et en fait là, le fait de fabriquer moi-même, je me reconnectais à OK, fabriquer un vêtement, ça prend des fois 8 à 10 heures. Ça a de la valeur. Le tissu, ça a de la valeur. Toutes les étapes, en fait, ont de la valeur. Et du coup, ça m'a permis de revaloriser, en fait, toutes ces actions qu'il y a derrière la conception d'un vêtement. Et il y a ça, et puis aussi le fait de revaloriser, c'est-à-dire j'avais des fringues dont je prenais pas spécialement soin, où j'achetais beaucoup de fripes, et puis le fait de transformer des modèles un peu vintage pour qu'ils m'aillent, pour que ça soit parfait sur mon corps. Et en fait c'était c'était un plaisir aussi de voir cette transformation apparaître, et c'était une transformation que je faisais avec mes propres mains en fait. Et du coup j'étais plus connectée avec ce que je portais, et aussi je me suis aperçue que l'expression de ma personnalité, elle était beaucoup plus juste. Je me sentais beaucoup mieux dans les vêtements que je mettais, ça se voyait, je recevais beaucoup de compliments des gens qui me disaient waouh, c'est cool, c'est toi qui l'as fait. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, il y avait ce truc là je me suis rendu compte que t'étais plus alignée. Ouais, j'étais plus alignée avec moi-même. Ouais. Génial. Ce qui est en fait à mon sens tous les sens de scout, c'est choisir ses vêtements quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc cette année-là, ça t'a... Et en quoi ça a été le changement en fait? En plus de ça, qu'est-ce qui t'a amené à te dire mais en fait non, je suis pas alignée du tout dans mon boulot? Ce qui s'est passé, c'est que au cours d'une année, j'ai fabriqué à peu près 30 à 40 vêtements moi-même. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec une quantité monstrueuse de chutes de tissus que j'avais généré moi-même en coupant mes vêtements. Ouais. Et alors je les ai mises dans un sac, je les mettais de côté, je me disais bon, je vais en faire quelque chose, je bourrais un coussin ou quelque chose comme ça. Sauf que non, ça n'arrivait pas en fait. J'ai jamais pris cette initiative de faire quoi que ce soit. Enfin, à la fois il y avait ces projets, ah oui, tu pourrais en faire un patchwork ou quelque chose comme ça, mais j'aimais pas du tout l'esthétique des patchworks à cette époque-là et ça me parlait pas du tout. Donc en fait, j'en ai rien fait.
Et ça m'a choquée, en fait. Je me suis dit, moi qui travaille avec des grandes marques de prêt-à-porter, qui produisent des quantités, des milliers, voire des millions d'unités pour une même référence, mais qu'est-ce que ça doit représenter, en fait? Si c'est clair. Cette quantité de chute par vêtement est multipliée par 1 million de quantités, en fait, c'est monstrueux. Et du coup, c'est là que j'ai commencé en fait à questionner mon travail, à regarder comment les clients fonctionnaient. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon travail, je voyais des placements, donc des placements de vêtements. Ce qu'on appelle aussi plan de coupe, en fait, quand on achète un patron indépendant, on va trouver ça va s'appeler comme ça. Un plan de coupe. Sauf que au niveau industriel, les plans de coupe, c'est plusieurs quantités, plusieurs tailles qui sont placées sur un même placement. Et donc je commençais à observer ça, et en fait je me suis rendu compte que l'efficience, donc l'efficience, ça va être le taux de couverture du tissu par les patrons. Oui. On n'atteignait jamais 100%. Et qu'on était surtout à une moyenne de 75-80% d'efficience. Donc ça veut dire 20-25% de déchets qui sont produits. Et même des fois avec certaines marques de prêt-à-porter, je dirais plutôt des marques de luxe, on atteignait facilement des 40% de déchets. Parce que il y a un gros travail au niveau du raccord de rayures, du raccord de motifs, voilà. Et du coup, c'est là que je me suis dit, non mais là, il y a un problème. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer à faire ça. Et personne se pose des questions. Genre, c'est normal. Et en fait, je me suis rappelé qu'à l'école, en effet, même que ce soit en bac pro ou en BTS, on avait des cours pour faire des placements, justement, faire des plans de découpe, analyser en fait la consommation matière. Et on nous apprenait à l'école que atteindre 80% d'efficience, donc 20% de déchets, c'était comment dire, l'objectif ultime, que de toute façon on pouvait pas aller au-delà, que c'était très rare et que c'était normal. Donc il y avait déjà un parti pris de base qui était pas logique en fait. Ouais, et surtout en fait, et on nous apprenait même pas à se poser la question de OK, il y a 20% de déchets, est-ce qu'on peut faire différemment? Non, c'était juste tu l'acceptes et tu travailles comme ça et basta quoi. C'est fou. Ouais. Et donc de là, comment est-ce que t'as fait pour t'attaquer au problème? Bah alors j'ai commencé à faire des recherches sur internet, voir comment on pouvait résoudre un peu ce problème-là. Et en fait, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais un jour, je suis tombée sur le travail d'un designer qui s'appelle Joe O'Neill. C'est un designer, il me semble, qui vient du Royaume-Uni et qui avait développé une collection qui s'appelait Zero Waste Menswear. Et dans cette collection, donc c'était son portfolio de fin d'études, il avait développé des silhouettes sportswear qui ne produisaient aucune chute. Et quand je suis tombée sur ce projet, je me suis dit, waouh. Alléluia, ça existe, quelqu'un réfléchit. Possible. Et voilà, c'est ça. Et j'en revenais pas. Et j'étais hyper excitée de découvrir ça. Et à la fois, j'étais en colère. J'étais frustrée de voir que, tu vois, pendant toutes ces années, j'avais juste suivi ce qu'on m'avait appris à l'école. J'avais juste suivi comme un mouton ce que tout le monde faisait dans l'industrie sans jamais me poser la question de est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire. Et voilà. Donc c'était très ambivalent comme découverte. Mais du coup, c'est là que j'ai découvert le terme de Zero Waste Design. Et puis après, j'ai découvert plein d'autres initiatives de pionniers sur le sujet comme Ollie McQuillan, Timo Rissanen, voilà, qui sont un peu maintenant des pontes. Ça fait 20 ans qu'ils font du Zero Waste Design. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et du coup, je me suis posé la question, ok, maintenant que je sais que c'est possible, comment est-ce que moi je peux mettre ça en place dans mon travail? Est-ce que on peut faire une traduction française de Zero Waste Design pour ceux qui ne comprennent pas, ou comment est-ce qu'on pourrait dire juste? Alors moi je dis conception zéro chute. Super, parfait. Voilà, zéro chute. Alors le terme waste en anglais, ça veut dire à la fois des chutes et à la fois du gaspillage. C'est ça.
Donc, on pourrait aussi dire conception zéro gaspillage. Ça marche. Super. Voilà. Ou on peut le trouver aussi sous conception zéro déchet. Enfin, il y a pas de traduction officielle, donc chacun. Non, bien sûr. Ouais. Non, mais c'était pour être raccord avec ceux qui n'ont pas forcément tous les mots en anglais. Je préférais que tu nous fasses si t'avais dû réfléchir au concept avant moi. Ouais. Donc t'as découvert tout cet univers et t'en as fait quoi? Alors, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai essayé, moi qui utilisais des logiciels d'optimisation, de design, j'utilisais, alors je faisais à la fois du patronage 2D et de la modélisation 3D. J'ai été formée à ça chez Electra. Donc, je me suis dit, comment est-ce que moi je peux utiliser ces logiciels pour faciliter en fait la recherche autour de la conception zéro chute. Parce que tous les designers que j'avais repérés qui avaient commencé à faire des travaux sur le sujet, ils faisaient beaucoup de recherche et de prototypage manuel. Et ce qui, en fait, la conception zéro chute, ça nécessite de faire beaucoup d'itérations en fait, parce que c'est un va-et-vient constant entre le style, le modélisme, la découpe et le prototypage. D'accord. Et en fait, je me disais waouh, c'est chronophage. Enfin, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas beaucoup d'entreprises qui soient lancées. Que ça, parce que c'est chronophage en fait. Et donc je me dis, peut-être qu'avec les logiciels de modélisation 3D que moi j'utilise au quotidien, peut-être que ça pourrait permettre de faciliter en fait l'implémentation du Zero Waste Design. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué à faire avec les logiciels que j'utilisais au quotidien parce qu'ils étaient ultra segmentés. On a un logiciel par profil métier, c'est-à-dire qu'on va avoir un logiciel pour le stylisme, un logiciel pour le modélisme 2D, un logiciel pour le modélisme 3D et un logiciel pour la coupe. Mais le Zero Waste Design, ça nécessite de faire tout ça en même temps, en fait. Ouais. Et donc, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc là, je me suis dit, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres logiciels qui me permettent de faire ça. Et c'est là que j'ai découvert le logiciel Claude 3D, qui pour moi a vraiment été une révolution dans ma pratique de la conception, parce que je pouvais faire tout ça en même temps dans la même interface. D'accord. Et donc là, je me suis dit, ok, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux promouvoir la conception zéro chute en France et faire changer l'industrie textile. Voilà, ambitieux. Petit challenge personnel, tout tranquille. Voilà. Et du coup, j'ai quitté mon travail. Je me suis dit, je suis pas alignée. Enfin, ça faisait 3 ans en fait que j'étais déjà dans cette boîte. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de me sentir plus alignée, donc j'ai quitté mon CDI tout tranquille pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et avec pour ambition, voilà, d'essayer de faire changer les pratiques en France. Voilà comment je suis lancée. Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour que aujourd'hui, on en parle dans l'industrie? Aujourd'hui, tu as une place dans l'industrie et aujourd'hui, on en parle aussi. Donc, moi, j'arrive du côté de la couture à la main. Comme un hobby en fait, le Zero Waste Design a vraiment infusé dans ces deux parties. Ça s'est passé par beaucoup d'ateliers, d'échanges, de partages, je sais que tu es allée dans des écoles de mode aussi. Ça s'est fait comment? Et toi, quels sont les retours que tu as eus face à ces professionnels en fait? L'évolution, elle est assez intéressante. C'est-à-dire que moi, quand je suis partie de l'Extra, j'étais vraiment dans un mode, ok, maintenant je vais montrer ce qui est possible de faire. Donc j'ai développé une collection un peu témoin. C'était pas une collection qui était amenée à être vendue ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour faire la démonstration du potentiel de la démarche. Donc j'ai partagé en open source sur mon site web et ensuite, grâce à ça, j'ai commencé à communiquer sur le sujet, à intervenir dans des conférences en France dans le milieu de la mode durable, des salons, voilà, tout un tas d'événements où j'ai essayé de faire parler de cette démarche-là. Et du coup, j'ai commencé aussi à aller toquer à des portes d'entreprises pour leur mon projet et leur demander si elles voulaient pas collaborer avec moi pour une recherche sur le sujet, une recherche appliquée, quoi. Et en fait, je me suis pris que des portes fermées. Ça n'a pas du tout marché parce que du coup, ils n'y arrivaient pas. J'avais pas de chiffres, c'est-à-dire de preuves que ça marchait dans un contexte industriel.
Donc je me suis dit c'est pas grave, tant pis, je vais le prendre d'une autre manière. Je vais plutôt me concentrer sur la sensibilisation de la communauté do it yourself et développer des patrons qui vont servir les personnes qui fabriquent à la maison. C'est-à-dire que je suis partie de cette idée que ok, les industriels sont pas prêts à faire de la conception zéro chute, c'est pas grave, je vais donner les outils aux consommateurs RIS pour que ces personnes puissent fabriquer elles-mêmes leurs vêtements zéro chute sans avoir à attendre que les marques s'y mettent en fait. Exactement. C'était ça la démarche. Et donc j'ai commencé à développer des patrons en do it yourself. Il me semble que j'en ai développé 5 sur 2 ans à peu près. Mais pour moi c'était pas mon activité principale. À côté de ça, j'organisais des workshops de couture. Je me suis mise à faire de la formation 3D aussi parce qu'à l'époque le logiciel Clo 3D était pas du tout diffusé dans l'industrie française. Donc je formais des entrepreneurs qui voulaient s'essayer à ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à me faire connaître sur le sujet, principalement, grâce à la 3D, on va dire. D'accord. Et puis, en fait, de fil en aiguille, c'est vrai que mes patrons ont commencé à un peu tourner dans la communauté couture, pas nécessairement en France. C'est vrai que finalement, ça a mieux pris à l'étranger, dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. J'avais plus de téléchargements à l'étranger qu'en France. Ouais. Et je pense que aussi parce que l'esthétique des patrons que je proposais correspondait plus à ces communautés-là. Bon, Ouais. je sais pas, j'ai pas exactement la réponse, mais voilà. Et en fait, grâce à ça, je crois que j'ai eu un article dans la presse. Il me semble que c'était dans Les Inrecuptibles. Wow. J'ai eu un article dans la presse, et ensuite la presse nourrit la presse. Donc j'ai eu un entretien sur une interview sur BFM TV, dans Néon magazine. Ouais. Et en fait ça a fait prendre la mayonnaise quoi. Ouais. Et c'est comme ça en fait ensuite que j'ai été repérée par le groupe Decathlon ils m'ont sollicité pour venir animer un workshop de 2 jours avec une équipe dans leur centre de conception à côté de Chamonix. Ouais. Pour expliquer ma méthodologie de travail et voir comment ça pourrait potentiellement bénéficier les marques du groupe Decathlon. Donc au début, on a travaillé sur une panoplie de ski. Voilà. Et après, le projet a évolué. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est vraiment en allant dans la communauté DIY, en me faisant repérer par ça. Et puis ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là où j'avais essayé de rentrer par la porte industrielle, ça n'a pas marché. Et puis en allant de l'autre sens, finalement, c'est comme ça que ça a pris, quoi. C'était inattendu, mais... Oui, comme quoi il y a aussi des passerelles et l'un nourrit l'autre. On sait pas trop, en fait, les dynamiques parfois se font de l'un à l'autre, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis en fait, moi, je pars du principe que ces deux communautés-là sont hyper connectées, même si je sais très bien que dans l'industrie, ils vont facilement dénigrer l'aspect conception DIY. Mais en fait, ce que moi j'ai essayé de montrer grâce à mes travaux de ces dernières années, c'est qu'en fait, il y a énormément à prendre d'inspiration dans la communauté DIY, parce que c'est des communautés qui sont résilientes, qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux d'industrialisation et qui nécessairement pondent des idées qui sont extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai réussi à convaincre des personnes dans l'industrie de tester des choses grâce à des projets que j'avais vus dans les communautés de DIY. Je pense que dans la communauté DIY, il y a quelque chose sur la contrainte nourrit la créativité, c'est-à-dire qu'on va pas avoir forcément les ressources, on va pas forcément avoir les mêmes enjeux, et donc on va inventer autre chose en fait, et donc ça peut... C'est le côté un peu savant fou peut-être parfois qui fait que on se lance et n'ayant pas les mêmes enjeux, on peut se permettre de tenter des trucs un peu et qui des fois fonctionnent, des fois fonctionnent pas, mais des fois fonctionnent quoi. Tout à fait. Il y a la notion de prise de risque qui est beaucoup... il y a plein de makers qui vont facilement prendre des risques, à tester des trucs avec des tissus improbables, avec des montages improbables, ce qu'on ne se permet pas dans l'industrie parce que contraint par le temps, par l'argent, par tout quoi. C'est ça. Ça sert un peu de laboratoire des fois. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui tu bosses pour Decathlon et tu développes en fait
des projets de plus en plus dans cette technique-là en fait, avec le Zero Waste Design. C'est ça? Ouais, tout à fait. Alors je suis pas employée chez Decathlon. J'ai été Tu bosses en fait j'ai pour. été voilà, je bosse pour. C'est-à-dire que j'ai été pendant 1 an, j'étais en contrat chez eux pour faire une recherche. Donc c'est-à-dire que j'ai fait une recherche industrielle pour démontrer en fait les bénéfices environnementaux et économiques que ma démarche, ma méthodologie de travail pouvait avoir à l'échelle industrielle. Et une fois que ça s'est fait, je suis repassée en tant que prestataire externe et maintenant je les accompagne en fait dans l'implémentation de ces méthodologies-là au sein du groupe. Donc ça veut dire que on a développé des formations en interne, on a monté une équipe, on a fait du recrutement avec des profils, des profils très variés. On a des modélistes, des ingénieurs, des designers, qui travaillent ensemble pour diffuser en fait la méthode au sein du groupe. Génial. Et moi en fait, je les accompagne sur toujours challenger, essayer d'aller plus loin dans le développement de la méthodologie parce qu'il y a énormément de contraintes. Donc Bien c'est sûr. essayer de identifier ces contraintes, de lever les barrières, de proposer des solutions, de les tester et puis ensuite si ça marche de les diffuser quoi. Donc ça c'est je travaille beaucoup avec eux, mais j'ai aussi travaillé notamment l'année dernière avec Kiabi. Ouais. Un chouette projet. Une collection aussi, 2 collections Zero Waste. Voilà. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps ces dernières années, mais c'est hyper intéressant. Donc t'as réussi à faire bouger un peu des grosses boîtes des industries du textile et à leur faire questionner leur fonctionnement général. Alors pour Kiabi c'était des collections, mais la Decathlon c'est vraiment tu parles vraiment de formation, d'équipe, etc. Donc il y a vraiment un changement de mentalité qui peut être généralisé à l'entièreté de l'entreprise en fait. C'est ça. Après c'est colossal, hein. On parle d'une entreprise qui est vraiment immense, donc ça va pas se faire en Non, mais il faut bien commencer en quelque 2 part. ans. Mais voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté de se pencher sur le sujet, et même si on n'a pas toutes les réponses, du coup, au groupe Decathlon, on va parler plutôt de minimal waste design plutôt que de zero waste design. Donc, on va être vraiment sur une ambition de réduire le gaspillage au sens large, sans être pas extrémiste, mais en fait, il y a des contraintes industrielles qui font que des fois, en fait, on est obligé de faire des compromis. Parce que si on arrive à faire un vêtement qui est zero waste, mais ensuite qui ne peut pas être gradé de manière simple, on va dire, ça crée beaucoup de challenges. Et en fait, il y a beaucoup de contraintes, comme par exemple la variabilité du tissu. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas choisir la laise d'un tissu sur lequel on va travailler. Des fois, on commande une laisse de 140 et en fait, c'est une laisse de 142 qui va nous arriver. D'accord. Et puis, 3 semaines plus tard, on va relancer la prod et finalement, ça sera une laisse de 145. Donc, en fait, il y a cette variabilité qui fait que aujourd'hui, le Zero Waste Design, dans ce contexte-là spécifique, est compliqué. Donc, en fait, nous, on essaie de un peu challenger tout ça, voir quelles solutions on peut apporter pour que progressivement, on tende vers du Zero Waste. Il y a au moins la remise en cause de quand 80% c'est pas mal, quoi. C'est de se dire, on va essayer d'aller le plus loin possible, même si notre objectif n'est pas zéro, parce que finalement, en mettant zéro, peut-être qu'on n'y arriverait pas et qu'on n'aboutirait à rien, mais en diminuant le plus possible, on arrive à un projet, et à l'aboutissement d'un projet, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et justement, donc toi, la collection que tu as créée, elle a amené justement, elle s'est développée avec il y a d'autres projets, d'autres personnalités créateurs de patrons qui ont eu envie de faire ça comme toi. Et un jour, t'as eu envie donc c'est comme ça que je t'ai connue par le collectif Zero Waste Design. Donc c'est plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'idée de ce collectif et qu'est-ce que ça propose aujourd'hui ? Oui, alors c'est en fait le collectif, il part de ce constat que aujourd'hui il y a très peu d'éducation sur la conception zéro chute, et que quand quelqu'un, un étudiant ou un créateur ou
une couturière à la maison veut apprendre en fait à mieux optimiser, moins gaspiller, et ben en fait c'est difficile parce qu'il y a très peu de ressources éducatives sur le sujet. Donc nous on est parti de ce constat-là et on s'est dit en fait on va essayer de combler ce vide en proposant des ressources éducatives en ligne. Donc en fait avec 3 pairs, c'est-à-dire que on a monté un collectif. Ouais. On est 4 à la base et on vient de 4 pays différents. Donc il y avait il y a la Suède, l'Écosse et les États-Unis et la France donc avec moi. Et on s'est dit voilà, on va regrouper nos forces, nos expertises parce qu'on venait aussi toutes les 4 d'horizons très différents. Un horizon plutôt recherche, un horizon plutôt DIY, un horizon plutôt designer indépendant et puis moi le côté plus industriel. Et on s'est dit que toutes nos compétences autour de la conception zéro chute étaient très complémentaires et que du coup on avait vraiment un intérêt en fait à travailler ensemble pour développer des ressources éducatives sur le sujet. Donc on a créé ce collectif en 2020, à l'été 2020. Et puis du coup on a commencé à animer des workshops en ligne sur le sujet. Pendant la pandémie, on a organisé aussi des community calls. Donc c'est ce concept où on fait une visio avec plein de gens de la communauté, on aborde un sujet ensemble et puis l'idée c'est d'inspirer aussi, de montrer qu'il y a énormément de créativité dans cette super communauté et de valoriser ce qui se fait sur le zero waste design. Parce que souvent, le zero waste design est associé à des vêtements très architecturaux, qui sont pas très bien fités, qui ont toujours une esthétique trop contemporaine et qui correspondent pas finalement à l'esthétique quotidienne de vêtements qu'on pourrait porter tous les jours, quoi. Oui. Et du coup, il y avait vraiment ce challenge aussi d'inspirer, de montrer que, en fait, le zero waste design, c'est pas un style, c'est une méthodologie de travail qui peut, en fonction de ton background, de tes aspirations, de ton expérience, qui peut prendre des formes multiples. Tout à fait. Et du coup, qui peut créer des formes de vêtements aussi. Je parle de formes de volume de vêtements, de silhouettes qui peuvent être très différentes. Donc c'était ça aussi qu'on avait envie de créer, de montrer la diversité, de montrer le potentiel, de mettre en lien les gens, de valoriser leur travail, d'inspirer, et d'éduquer. Et donc aujourd'hui sur la plateforme, on peut retrouver entre autres une bibliothèque d'un certain nombre de patrons proposés par différents créateurs. Et donc là, on peut se rendre compte justement des différents styles justement, de se dire que ça peut donner plein de choses différentes. Et donc dans cet esprit de communauté, quand on a pensé la plateforme, donc c'était une bénévole de notre communauté, Clotilde, qui a trouvé cette plateforme qui s'appelle Community Box. Et qui permet en fait de créer une plateforme collaborative où c'est les designers eux-mêmes qui vont venir, quand je dis designer, c'est créateurs de patrons, créatrices de patrons qui vont venir eux-mêmes référencer leurs patrons sur la plateforme et dire moi j'ai développé ce modèle en zero waste, si ça vous dit de le faire vous-même, voilà le lien du patron et comme ça centralise et c'est chacun gère la manière dont il souhaite que ça soit mis en avant. D'accord. Super. Donc, si nos auditeuristes ont envie d'aller faire un tour, c'est possible. Le lien sera sur l'article de blog. Et donc, sinon, c'est le collectif zerowastedesignonline.com, c'est ça? Ouais, c'est ça le site. Et donc aujourd'hui, il y a un cours qui a été publié justement pour découvrir et s'initier au Zero Waste Design. Oui, tout à fait. Par contre, il n'est pas traduit et il ne le sera pas. Donc c'est un cours en anglais. Un cours qui est en anglais. Voilà. Donc là, c'est un cours qui est plutôt oui, il est sous-titré en anglais. Ouais. Okay. Et c'est un cours qui est plutôt introductif sur comment changer un peu de mindset, d'état d'esprit dans la conception, passer de la conception conventionnelle à de la conception zéro chute. Voilà. Ouais, c'est une première approche pour réfléchir à tout ça. Donc tout à fait. Super intéressant. Ouais. Et toi alors, t'as un boulot qui te prend beaucoup de temps, j'imagine. Est-ce que donc tes patrons, ils sont toujours disponibles ou ils sont plus disponibles?
Ceux que tu avais fait au départ. Là, actuellement, tout de suite, là maintenant, ils ne sont plus disponibles, mais je les remettrai d'ici peu sur mon site web. Ces patrons, il faut savoir qu'ils sont quand même assez vieillissants. Ouais. Je les ai développés il y a 5-6 ans. Donc il y a beaucoup à redire, ils sont pas inclusifs. C'était encore à mes débuts autour de dans la conception zéro chute, donc j'apprenais encore beaucoup. Enfin, j'apprends encore d'ailleurs aujourd'hui. Hein, c'était pas. Mais c'est que voilà. Fallait commencer quelque part. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais beaucoup les améliorer. Donc D'accord. cette année, je vais travailler à développer des patrons qui seront plus inclusifs et qui seront plus aboutis, je dirais. Et tu souhaites travailler sur de nouveaux designs à toi ou surtout retravailler ceux que tu as déjà ou les deux Alors, en fait, je vais retravailler des nouveaux designs qui seront un peu plus, comment dire, qui, j'espère, conviendront à plus de personnes. C'est-à-dire qu'en termes de style, peut-être certaines formes que j'ai développées étaient un peu trop engagées, enfin, qui étaient très avant-gardistes. spécifiques en termes de style. Je sais pas si c'est vous ou pas, Je sais pas. mais en tout cas, je vois bien que dans tous les téléchargements que j'ai eus, il y a quand même des styles qui séduisent davantage. Donc, je vais être aussi plus attentive à ça pour que ça serve un maximum de personnes, quoi. Ouais. Et donc ça serait un partage gratuit ou un partage payant? Je pense que ce sera un partage payant. D'accord. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, quand j'ai développé mon projet, j'avais vraiment cette envie de faire de l'open source, de partager au maximum pour éduquer, créer des contenus en français. Mais en fait, il y a un peu ce truc comment dire, la valorisation du travail qui est nécessaire derrière tous ces développements. Tout à fait. En fait, quand on partage de manière gratuite des patronages de manière illimitée, en fait, il y a un peu cette dévalorisation finalement du travail qu'il y a derrière. Et moi, ça me tient à cœur aussi que les gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc récemment, quand les patrons étaient encore disponibles sur le site du collectif, on avait mis en place, j'avais mis en place un système d'aide contributive. C'est-à-dire que j'ai évalué le temps de développement pour un patron et du coup j'évalue le coût que ça a de développer ce patron-là. Et ensuite, je mets le patron en téléchargement sous contribution. C'est-à-dire que chacun peut donner de 1 à 10 euros le montant qu'il souhaite. Et en fait, une fois que le coût total a été atteint, là le patronage est partagé de manière gratuite, ce qui permet en fait de me retrouver en fait financièrement. Donc je sais pas encore si je vais utiliser de nouveau ce système-là, mais c'est vrai que c'est dynamique un peu de contributif, de faire participer la communauté aussi dans le développement, etc. Ça m'intéresse. Il faut que j'y réfléchisse. En même temps, c'est super intéressant d'évaluer financièrement le temps de travail que représente la mise en ligne d'un patron, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà discuté avec certains créateurs et qu'on peut discuter les uns les autres en tant que consommateurs avec les créateurs et les créatrices avec qui on achète ou avec qui on aime travailler. Et c'est vrai qu'on n'a souvent pas conscience, et quand on dit 10, 15, 20, 25 euros, un patron c'est cher, c'est pas cher, c'est trop cher, c'est pas assez cher, je pense qu'on perd tous justement de ligne, enfin de vue tout le travail qu'il y a. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais, que tous les métiers étaient dans l'industrie très séparés, et je pense que aujourd'hui un créatrice de patron, en fait il va faire tous ces métiers souvent parce que c'est une toute petite entreprise, et donc on se rend pas compte que il y a énormément de travail différent, un peu touche à tout, et puis énormément d'heures de travail bien sûr. Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est vrai que dans la démarche de conception zéro chute, on va avoir un travail sur le développement des tailles qui va être très différent d'une conception conventionnelle. C'est-à-dire que moi, chaque taille
doit être retravaillé de manière individuelle. Si je veux garder le caractère zéro chute de mon patron, il faut que je repense taille par taille. C'est pas juste j'applique une règle de gradation et je fais évoluer chaque point de ma taille de base. En fait, là, il faut vraiment que je m'assure que le plan de découpe, taille par taille, il reste zéro chute. Donc, il y a vraiment un challenge additionnel et ça prend énormément de temps en plus, en fait. Oui. Ouais. Oui, à chaque taille, il doit rentrer dans un plan de coupe impeccable qui fait qu'il n'y a pas de chute, quoi. Tout à fait, ouais. Et est-ce que ça change le design entre chaque taille, légèrement? Ça peut. Ça dépend du parti pris, en fait. Ça dépend des contraintes que tu te mets à la base. Ouais. Par exemple, sur des designs que j'ai développés, tu peux très bien avoir des largeurs de passants qui vont être différents, des largeurs de ceinture, qu'est-ce qu'on peut avoir, des profondeurs de plis qui vont être différentes, des hauteurs, des hauteurs de retour d'ourlet ou ce genre de choses en fait. D'accord, c'est sur ça que tu rognes en fait, enfin ou que tu modifies. Ouais. Ou alors vraiment quand je vois qu'il y a des grosses évolutions, ça peut être aussi un parti pris qui est très, assumé de se dire en fait il y a une différence. Aujourd'hui, ce qui me saoule un peu aussi dans la conception conventionnelle, c'est qu'on a une ultra standardisation des volumes. C'est-à-dire que de la taille 32 jusqu'à la taille 58, on va avoir absolument les mêmes découpes, les mêmes pseudo-proportions, alors qu'en vérité, dans des tailles plus grandes, des fois, on va avoir plus de mal à imbriquer les pièces sur le tissu. Moi, je suis plutôt partisane de, ok, on va repenser les pièces pour qu'elles s'imbriquent mieux, et du coup, ça va nécessiter que dans certaines tailles, on va avoir une couture à un endroit où on n'en a pas dans la taille 32, par exemple. Et pour moi, ça ne va pas impacter massivement le résultat esthétique du vêtement, mais par contre, ça va avoir un vrai impact environnemental parce que moins de consommation matière, moins de chute en fait. Oui, parce qu'on a bien vu toutes que sur certains patrons, par exemple pour un pantalon, on va pas pouvoir faire passer les deux jambes dans une laise 150 suivant les tailles en fait, et que parfois on est obligé de mettre chaque jambe dans deux hauteurs, donc on va doubler Tout à fait. la consommation de tissu, alors que si on pensait notre jambe par exemple en deux parties différentes, enfin ou notre jambe étant déjà en deux parties, mais voilà, si on l'a subdivisée, comme on peut le faire par exemple en tailleur avec les manches, peut-être qu'on peut gagner en taille en consommation de tissu justement sur des grandes tailles, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, c'est un truc que j'explorais pas du tout avant, c'est de construire soi-même son tissu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un tissu avec une largeur très définie, admettons 140. Ouais. On va être très finalement flexible dans la longueur, mais ça va nous coûter plus d'argent évidemment si on achète plus. Tout à fait. Mais en fait, moi quand j'ai développé mes patrons il y a quelques années, c'est vrai que c'était une largeur très spécifique, donc ça pouvait convenir à certains tissus, mais pas tous. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tu peux aussi reconstruire ton tissu, c'est-à-dire que tu peux couper dans la longueur, et la longueur, tu peux l'assembler avec la largeur. Et en fait, grâce à ça, tu peux obtenir un tissu qui est plus large. Et donc, en fait, en ajoutant des coutures et en faisant de la recomposition, tu peux même associer deux tissus différents pour créer un nouveau rouleau de tissu en quelque sorte, ou deux tissus, trois tissus, quatre tissus, avec des teintes ou avec des coloris qui peuvent être différents. Alors après, en fonction des goûts, t'aimes ou t'aimes pas le patchwork. Mais ça peut très bien être la même couleur, le même tissu, que t'assembles deux coupons ensemble, et ensuite tu crées ta propre dimension de tissu avec ce que t'as, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, et qui, en fait, je me suis rendu compte que, c'était clé, en fait. C'est un élément clé dans l'optimisation. Oui, ça peut complètement modifier comment on envisage le truc. Oui, c'est tout ce qu'on voit avec toute cette mode du patchwork ces derniers mois, années, là, où on crée un patchwork et on peut découper sa pièce dessus, en fait, l'imaginer à beaucoup plus grande échelle, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut vraiment être, soit c'est juste
ton objectif, ça va être de dissimuler au maximum la couture que tu viens ajouter en conservant le même tissu. Ou alors, tu peux vraiment, ça peut être un vrai parti pris esthétique. Tout à fait. De te dire, j'associe 2 couleurs, 2 matières différentes et en fait, là où moi, j'étais pas très sensible à cette esthétique-là avant, je commence à l'être de plus en plus et je me dis, waouh, c'est cool de l'assumer aussi, quoi. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu portes des vêtements zéro déchet? Tu continues à faire des vêtements pour toi? Ou est-ce que t'as plus le temps? Ou est-ce que t'as moins l'envie et t'es plus sur une conception générale? Ou comment ça se passe? Malheureusement, ma vie, elle est très très chargée et c'est vrai que je ne coupe plus beaucoup pour moi. Et c'est un regret dans le sens où, enfin, c'est pas vraiment un regret, mais mon travail, c'est la conception textile toute la journée, donc c'est vrai que en S'y faire remettre un le soir. hobby en plus, ouais, voilà. Toutefois, l'année dernière, j'avais conçu un pantalon en lin qui, à la base, je pensais que ça allait être un pyjama, et puis finalement, je me suis tellement pris au jeu que ça est devenu un pantalon de tous les jours que j'aime très fort. Donc ça m'arrive, mais c'est vrai que plus assez, quoi. J'aimerais reprendre ça. Et est-ce qu'il y a des designers zero waste pour le DIY qui t'intéresse, dont tu suis le parcours? Est-ce que tu continues de regarder ça ou est-ce que tu t'as pas forcément le temps ou que est-ce qu'il y a des gens qui t'intéressent, qui éveillent ton œil comme ça et tu te dis mais c'est génial? Ouais, bien sûr, hein, je continue de regarder un peu ce qui se passe dans la sphère couture, mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup moins connectée que d'autres personnes, donc je suis pas forcément alerte sur tout ce qui se passe. Toutefois, il y a des marques. Moi, j'observe beaucoup ce qui se fait sur la conception zéro chute. C'est-à-dire que je vais suivre les hashtags zero waste design, zero waste pattern. Comme ça me permet de voir quels sont les nouveaux créateuristes qui se mettent à faire de la conception zéro chute. Je pense notamment à Birgitta Elmerson, qui vient de sortir un livre sur les patrons zero waste. Je pense aussi à Ronan Silve, qui son compte c'est BIS officiel. Lui, il développe aussi des patrons zero waste. Il est français. Il fait ça plus pour le kiff que pour son métier en quelque sorte. Ouais. Mais voilà, c'est très intéressant de regarder ce qu'il fait aussi. Je pense à d'autres marques, à Liz Haywood. C'est une créatrice australienne qui a développé beaucoup de patrons zero waste, très inclusifs. Donc, elle a développé un t-shirt l'année dernière qui a 19 tailles. Donc ça m'inspire beaucoup aussi. Enfin, j'aime bien mentionner ces exemples parce que souvent la critique qui est faite, c'est ah oui, mais le zero waste c'est pas du tout inclusif. Si, en fait, il y a des contre-exemples qui montrent que c'est possible. Ouais. J'avais d'ailleurs fait un post de blog et un article sur le Insta, justement sur une sélection zéro déchet. C'est comme ça que j'avais découvert le collectif. Et j'avais justement mis un patron de Birgitta Elmerson et de Liz Haywood, d'ailleurs j'avais eu un petit échange avec Liz Haywood, c'était chouette. Et c'est vrai que c'est des gens que je trouve... c'est génial cette... comment dire cette réflexion un peu à côté des clous, super passionnante et intéressante de prendre les choses d'un autre côté, en fait, de décider en connaissance de cause qu'on va pas marcher dans les standards et dans le mainstream, mais développer quelque chose de complètement à côté, mais avec des convictions, et ça, je trouve ça assez passionnant, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que ça, en tout cas, ça stimule mon cerveau que de me dire, j'ai pas toutes les réponses, mais en même temps, je sens qu'il faut aller dans ce sens-là et je vais tout faire pour essayer de faire péter les barrières et c'est de la stimulation intellectuelle aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que t'es contente du chemin que t'as accompli? Est-ce que donc t'as encore plein de projets et plein de possibilités, il y a plein de choses à faire? Est-ce que comment tu te sens toi aujourd'hui à l'endroit où tu es? Moi, je me sens, pour l'instant, je l'ai dans une phase de transition. C'est-à-dire que j'estime quand même que j'ai parcouru pas mal de chemin en espace de 7 ans, parce que quand j'ai commencé à l'époque, c'était en 2016.
2017, ouais, je sais plus. En fait, il y avait personne qui faisait ça. Enfin, personne, en tout cas dans la communauté française, on en parlait, mais pas du tout. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, j'ai des marques qui me suivent dans ces méthodologies-là. J'ai aussi des projets do it yourself qui sont dans le pipe. Je vois que le terreau est beaucoup plus fertile qu'il y a 7 ans. Et ça, c'est vraiment c'est réconfortant. C'est-à-dire que je n'ai plus à me battre pour faire comprendre l'intérêt de la démarche. Là, aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, j'ai des marques qui viennent à moi et qui me disent, OK, on a envie de bosser avec toi. Est-ce que tu peux nous aider? Et je suis plus en train d'essayer de les convaincre, en fait. Oui, c'est elles qui viennent te chercher parce qu'elles ont compris, quoi. Ouais. Donc ça me soulage, en fait. Ça me donne espoir, en tout cas, sur la suite, même s'il y a encore énormément de travail à faire, notamment avec les écoles de mode. Parce que dans les écoles de mode, moi, je critique ouvertement la manière dont on enseigne la conception textile. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur, en tout cas, encore dans les prochaines années, d'essayer d'agir sur l'éducation auprès des étudiants, auprès des profs, pour entamer une grande discussion sur ce sujet et repenser un peu la manière dont on enseigne la conception. Ça, c'est vraiment central, moi, dans ma démarche parce que je suis convaincue qu'en fait le changement passe par l'éducation. Bien Donc sûr. c'est pas en vendant, c'est pas moi en développant une marque de vêtements de plus qui ne servira à rien que je vais faire avancer le SMIC. Et quels sont les plus gros écueils dans les écoles françaises particulièrement, parce que je crois qu'on a quand même un historique culture mode et haute couture qui doit sûrement impacter cette culture et le développement du zéro déchet, quoi. Il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est la place du styliste dans la chaîne de conception textile. Aujourd'hui, il y a plein d'enseignes dans lesquelles le ou la styliste va avoir le dernier mot sur toutes les décisions de conception. Donc, s'il a décidé de mettre telle ou telle ligne ou telle forme sur le vêtement, en fait, les personnes qui bossent avec lui ou avec elle n'ont rien à dire, en fait. C'est la décision, elle est là, elle est ferme et basta. Donc le styliste, c'est en général dans les grandes maisons de couture de mode, c'est le nom dont on parle et c'est en fait la tête de proue de la marque, en fait. Tout à fait. Et moi, ça c'est quelque chose que je dénonce parce qu'en réalité, souvent les stylistes ne vont ne vont dessiner que des silhouettes entre guillemets, des silhouettes qui sont plates sur du papier. Et alors que en fait derrière ça, il y a des personnes comme les modélistes qui vont venir transformer un dessin 2D en un vrai volume 3D sur un corps qui va être adapté aux proportions du corps, etc. Et donc ça, c'est occulté complètement aujourd'hui. Et souvent, le modélisme est relégué un peu comme une pratique de second plan. Ouais. Et donc, ce que j'essaye, moi, dans ma pratique de la conception zéro chute, c'est aussi de montrer à quel point le modélisme est hyper important dans la conception et qu'on peut pas dissocier les deux. Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour moi, le design ne doit pas, le style ne doit pas surpasser, avoir le dernier mot. C'est pas possible. En tout cas, d'une façon, d'un point de vue environnemental, c'est absurde. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi avec, en effet, comme tu disais, l'héritage de la couture, de la haute couture, on a des standards de conception. Donc, on va nous donner des matrices de base. On va nous dire, voilà, si tu veux développer une blouse ou une chemise, tu dois prendre cette base et puis ensuite, tu viens la transformer. Donc, on te donne déjà la forme que les pièces de patron doivent avoir pour réussir à créer ce volume sur un corps. Ouais. Moi, je suis contre ça. Enfin, c'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est cool d'avoir une bonne compréhension du corps, mais je trouve ça absurde de n'avoir qu'une seule matrice parce que ces matrices-là, elles sont développées. On va prendre des mesures de ton corps de manière statique. On prend des mesures verticales et horizontales, et puis on applique ensuite des formules mathématiques là-dessus, et puis on va développer ta matrice. Ouais. Mais en fait, le corps, il est en mouvement, et il y a plein justement de personnes qui ont travaillé ça pour montrer que en fait ces matrices elles sont désuètes et que on peut traiter
le volume du corps de manière complètement différente et qu'on n'est pas obligé de respecter ces bases-là. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que le modélisme est enseigné comme quelque chose de très rigide et moi j'essaye de l'amener comme quelque chose de créatif, c'est-à-dire que le patronage devient un outil de créativité plutôt que quelque chose qui découle du modélisme. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Non, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand t'es dans un cursus mode, on va te dire, ben voilà, le taux de, si vous arrivez à 80% d'utilisation du tissu, c'est bien. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des prérequis, il y a des choses qu'on pose sur la table et on dit, bah voilà, à partir de ça, tu peux créer. Alors que toi, tu dis, bon, on enlève ça et en fait, dessous, on a un canevas qui est complètement vierge, en fait. Et de se dire que on peut pousser beaucoup plus l'utilisation du tissu, comme on peut repenser complètement comment on construit un tissu, un patron en fait, ou un vêtement. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la conception, on a un peu oublié que le point central, c'était le tissu. C'est-à-dire que sans le tissu, on ne fait pas de vêtements. Et en fait, là où la méthodologie du Zero Waste Design, c'est le point de départ, c'est le tissu. Tu prends les dimensions de ton tissu, tu prends les contraintes techniques de ton tissu. Est-ce que c'est un chaîne et trame? Est-ce que c'est plutôt une maille? Est-ce que t'as de l'élastane dedans? Est-ce que t'as une différence de lumière d'un côté ou de l'autre? Est-ce que t'as un motif? Enfin voilà, il y a plein de contraintes qui sont inhérentes au tissu. L'idée, c'est de partir de ça, de lister toutes les contraintes que t'as de ton tissu, et en fonction de ces contraintes-là, tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce que tu peux développer dans le périmètre de ta matière. Je pensais à ça et je me dis, pour donner des cours de couture et pour partager sur ça des fois, je pense que quand on fait de la couture chez soi, c'est finalement quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire que parfois on va partir d'un patron et parfois on va partir d'un tissu, et toutes ces contraintes, on va dire, bah ok, à quel point elles cochent toutes les cases d'un patron, et donc on va les faire rentrer dans un projet parce que justement toutes les caractéristiques du tissu nous amènent à choisir tel projet plutôt qu'un autre. Tout à fait, ouais. Et en fait c'est intéressant de voir que quand on s'intéresse un peu à l'histoire du vêtement et à la place qu'avait le tissu autrefois dans la conception, ça a énormément évolué. Autrefois, le tissu c'était une œuvre à part entière. On mettait tellement de temps à tisser que c'était hors de question qu'on jette quoi que ce soit en fait. Et même il y a certaines communautés où les étoffes étaient transmises de génération en génération, un peu comme un héritage en fait. Alors qu'aujourd'hui, on s'en fout de la matière. L'industrialisation a fait que, de toute façon, c'est à bas prix, on jette sans vraiment se poser la question, on s'en fout, quoi. Et donc, l'idée aussi de cette démarche autour de réduire le gaspillage, c'est de recentrer sur la matière et d'utiliser tout ce qu'on extrait finalement. La matière, c'est des ressources naturelles, bon, parfois artificielles, parfois synthétique, mais certes c'est de la matière en fait, même si c'est synthétique, il y a du pétrole derrière, et donc l'idée c'est vraiment on extrait cette matière, utilisons-la et arrêtons de gaspiller quoi. Oui, tout à fait. Et est-ce que toi, t'as travaillé, ou est-ce qu'il y a des créateurs de tissus ou des entreprises du tissu qui sont venus justement, ou avec qui t'as échangé, ou est-ce que t'as des contacts, ou est-ce que t'as eu des réflexions ou des choses comme ça? Pas vraiment, non. Oui, ça m'est arrivé d'avoir des échanges avec quelques fournisseurs de tissus, mais c'était plus à des fins de communication, plutôt que de vraies réflexions sur le fond en fait du sujet autour de la matière. Ouais. Et toi, t'as un stock de tissus chez toi? Ah ouais, qui est démentiel. En fait, quand j'habitais à Bordeaux, j'habitais à côté d'un marché. C'était un marché de déstockage de maisons de couture, et donc voilà, donc j'ai acheté beaucoup de matières là-bas, et j'ai aussi beaucoup dans mes premières années d'entrepreneuriat, j'ai été pas mal au centre relais Gironde. Donc c'est un centre de tri qui récupère à la fois des vêtements et à la fois des tissus, donc je me suis aussi procuré pas mal de tissus là-bas et j'en ai gardé un stock.
donc qui est toujours là chez moi et que j'utilise au compte-gouttes pour différents projets, différents prototypages, ouais, quand j'en ai besoin. Mais j'achète très peu. Et là aussi, tu pars du tissu, t'essayes d'avoir cette démarche-là quand tu utilises tes propres tissus. Ben, c'est particulier parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de tissus que j'ai achetés il y a 6-7 ans, que j'aimais à l'époque et que je n'aime plus. Bon. Donc, il y en a plein que j'utilise pas parce que je me vois pas les porter. Ouais. Donc, je vais plutôt les garder pour faire des prototypes de nouvelles idées que j'ai, ou alors je les donne à mes voisins, à mes potes, quand ils ont besoin de faire des projets. Mais comme je disais, vu que je coupe plus beaucoup pour moi, ça va me servir surtout de prototype. C'est-à-dire, souvent, je vais concevoir des idées de vêtements, des idées de patronage, zéro chute. Et donc, je valide mon idée en modélisation 3D. Et pour vérifier ensuite que ça tombe bien dans la réalité, je vais couper un prototype et puis je vais tester et voilà. Donc, c'est pas forcément des vêtements que moi je vais mettre parce que le style ne me convient pas en termes de tissu, mais j'essaye au maximum d'utiliser ce que j'ai déjà en stock. Ouais. Et comment est-ce que tu pars de quoi pour d'avoir des idées comme ça c'est plutôt pour une action particulière ou t'as des idées que tu vois dans la rue ou avec les échanges que t'as au travail ou comment ça devient ces idées de patron? C'est vraiment divers. Alors déjà oui, en effet, je passe ma vie à prendre des détails de bouches d'égout, de feuilles, enfin, je m'inspire beaucoup de la nature, de l'architecture. Je vais repérer des formes qui me paraissent optimisées. Ouais. Et je vais aussi prendre beaucoup de détails de gens dans la rue. Ouais. Ça m'arrive très souvent d'être dans le bus et puis je repère un détail sur le manteau d'une femme en face de moi, je vais essayer de prendre discrètement une photo pour que ensuite j'alimente ma base de données d'inspiration. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Il y a ce genre de... Et du coup, j'alimente ça, mais ça peut être aussi, vu que j'ai des projets appliqués avec des marques de vêtements, c'est vrai que le fait de travailler sur des produits concrets, ça va m'amener à faire plein de recherches, plein d'itérations, qui vont probablement pas servir pour le produit qu'on va développer dans ce contexte de projet, mais du coup moi ça alimente une base de données sur lesquelles je peux revenir plus tard, qui peuvent me servir à d'autres projets. Voilà, je dirais que ma source d'inspiration elle est vraiment diverse et variée. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? C'est concevoir, guider, faire enseigner, pratiquer. C'est quoi ton envie première là en ce moment? Moi il y a deux choses, c'est l'éducation. Donc en effet c'est continuer de montrer que c'est possible, de faire différemment, de donner des outils, parce que c'est pas simple quand on s'y met. Et puis même moi encore j'apprends beaucoup sur qu'est-ce qui est possible de faire et j'améliore ma méthodologie. Et donc c'est grâce à toute cette expérience que j'ai développée, j'en ai créé des outils. Et donc c'est partager ces outils, les diffuser au plus grand nombre et puis faire en sorte à ce que y ait en plus de gens qui s'y mettent. Ça c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Mm-hmm. Et puis après il y a la partie recherche. Comme je disais, j'apprends encore tous les jours et j'ai identifié des zones d'exploration qui sont énormes sur ce sujet-là. Ouais. Et du coup, qui pour moi nécessite de passer du temps, enfin de mettre du jus de cerveau dessus pour faire avancer la méthodologie. Mm-hmm. Et donc c'est pour ça que je fais à la fois de la recherche et la recherche alimente l'éducation que je fais autour du sujet. Ouais. Donc j'essaie d'améliorer ma méthodologie, améliorer mes outils et les diffuser quoi. Bon, super. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un projet à venir ou est-ce que on peut te suivre en fait pour avoir des infos sur ce que tu vas proposer plus tard, les projets sur lesquels tu travailles, tu lâches des petits morceaux sur Instagram. Ouais. On peut te suivre où sur Instagram? Oui, sur Instagram, en effet, là pour l'instant
mon blaze depuis quelques années, c'est Milan AVJC. Ouais. Voilà, ça, mon nom de projet va probablement changer d'ici peu. Donc ce sera ça, c'est la petite nouveauté. Donc c'est pas encore tout bouclé, mais il va y avoir des évolutions cette année. Donc principalement, en effet, je partage mes actus sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. D'accord. Je me mets aussi à TikTok et sur le plan plutôt professionnel, je veux dire industriel, bah là c'est plutôt LinkedIn, mais je suis pas super active, hein, on va pas se mentir. En fait, j'essaie de limiter mon activité parce que après, sinon, bah, je reçois beaucoup de sollicitations que je ne suis pas en mesure de gérer. Je Donc, comprends. j'essaie de limiter. Très bien. Ouais. Bah, de toute façon, on se tiendra au courant toutes les deux. Puis si tu changes, moi je changerai les informations sur les informations du podcast. Comme ça, les gens qui découvriront cet épisode plus tard pourront toujours te retrouver. Ouais. En tout cas, un immense merci, Mylène, d'avoir pris ce temps aujourd'hui avec moi, avec nous. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était passionnant, je trouve que c'est un sujet pas assez exploré. Moi j'avais adoré partager sur le sujet sur Insta et mon blog, j'avais eu énormément de retours de gens qui découvraient ça en même temps et je trouve ça génial d'en parler, donc c'est un plaisir d'en parler aujourd'hui. Et puis bah, tous ceux qui auront envie ou d'échanger avec toi ou de partager la bonne parole sur le sujet, bah, n'hésitez pas les uns les autres. Que ce soit un designer que vous aimez, le travail de Mylène, le collectif et toutes les choses qu'ils ont partagées, enfin un petit peu tout, toute petite pierre ou petite graine pourra faire du bien à tout ça, quoi. Carrément, ouais. Voilà. Eh ben merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Je suis conseillère en images pour Couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure des découvertes pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Mylène. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Thank you.